Merci d'être venu. Je vais pas être très long. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc déjà, merci à la Fondation Yves Rocher, parce que c'est vrai que, comme Cyril vient de le dire, travailler dans des endroits comme ça demande du temps et donc ça demande surtout de l'argent. On s'en rend pas compte, mais quand voilà, ces photos, elles sont effectivement très belles, mais ça prend beaucoup de temps. Le Pantanal, en fait, on n'y pense pas, on a l'impression qu'on peut y aller comme ça, mais il faut pouvoir quand même se loger, se nourrir, se déplacer. Et comme il y a finalement très peu de lieux sur place, en fait, et de moyens, c'est beaucoup d'argent chaque jour à dépenser. Donc voilà, derrière ces photos, il y a des moyens qui sont mis en œuvre, et c'est pour ça que c'est vraiment le soutien de fondations comme la Fondation Yves Rocher, c'est essentiel en fait pour aujourd'hui produire ce travail, qui est un travail photographique, mais qui est surtout en fait un travail journalistique. Et alors c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le texte pour parler de Brent. C'est que Brent n'est pas un photographe animalier. C'est-à-dire que là, il y a des très belles photos de jaguars, c'est vrai, il y a des très belles photos de perroquets, il y a des très belles photos de paysages, mais Brent, c'est un photojournaliste, et un photojournaliste donc qui en fait derrière chacune de ces images essaye de transmettre un message et surtout de parler d'une problématique. Le Pantanal, pourquoi c'était passionnant d'y travailler, c'est parce que quand on travaille sur la conservation de l'environnement, en fait partout sur la planète on est heurté, chaque finalement zone est son propre cas très précis avec des problématiques très précises et très propres à cette zone, mais finalement qui sont toujours un peu quand même les mêmes qu'on aille au Sri Lanka, au Kenya, en Namibie ou dans le Pantanal. À savoir que le premier problème aujourd'hui, et le Pantanal n'est pas une exception, c'est le manque d'espace naturel. C'est-à-dire que le Pantanal est effectivement très grand, c'est 200 000 km², entre 170 et 200 000 en réalité, donc c'est pratiquement un tiers de la France, etc. Mais cet énorme espace est grignoté peu à peu par non pas une seule chose, mais par tout un ensemble de facteurs qui sont des facteurs économiques, politiques, humains, culturels, etc. Et nous, quand on arrive dans ces zones-là, comme le Pantanal ou comme toutes les autres zones où on a travaillé avec Brent, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de montrer en fait quels sont ces enjeux, comment ils se superposent et quelles sont finalement les solutions à mettre en œuvre pour essayer d'améliorer la situation. Parce qu'en fait, si on ne donne jamais d'horizon aux gens à qui on s'adresse, le message c'est on est tous foutus et puis on n'a qu'à rentrer chez nous. Dans le cas du Pantanal, donc, le très joli animal que vous voyez derrière moi, qui est donc le jaguar, c'est le seul représentant de la famille des panthères en Amérique latine. C'est un animal qui a toujours fasciné la plupart des gens. Les gens adorent les félins en général, mais le jaguar a quand même une place toute particulière. Déjà parce que par rapport à tous les autres félins, c'est un exceptionnel nageur. Alors, il n'y a pas de photo de lui dans l'eau là, mais contrairement à tous les autres félins qui ont peur de l'eau et qui sont incapables de chasser dans l'eau, le jaguar chasse principalement en nageant. C'est aussi un animal qui a une force de mâchoire qui est pratiquement inégalée dans le royaume animal, à part la hyène. Par rapport à son poids et à sa taille, le jaguar est capable de broyer à peu près ce qu'il veut. Ce qui lui permet notamment de chasser les caïmans qui sont dans le coin là, etc. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement nous on ne fait pas de la photographie animalière, on fait du journalisme. Et le problème c'est que ce jaguar, donc il y en a 4500, 5000 sur un territoire où donc il y a des humains, et le Pantanal est connu pour, depuis 200 ans, même un peu plus, est connu pour l'élevage bovin. Donc il y a du bétail et il y a des hommes. Le jaguar est formidable comme animal, beaucoup moins formidable comme voisin. C'est pas évident. Je vous prends une comparaison, vous pouvez, à mon avis, pour mieux comprendre, on va dire, vous voyez tout ce qui se passe avec le loup en France. Il y a moins de 1000 loups en France. Le loup, c'est pas un jaguar, c'est-à-dire que c'est nettement moins dangereux. Vous voyez le foutras que foutent 1000 loups sur un territoire grand comme la France. Maintenant, transposez ça avec des jaguars,
sur des territoires qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler parce que le Pantanal est une zone marécageuse, donc c'est très difficile de s'y déplacer pour les êtres humains. Les jaguars n'ont absolument pas de problème pour s'y déplacer. Et vous ajoutez tout ce bétail, c'est de la nourriture, donc le jaguar vient et il y a ce qu'on appelle donc les conflits faune-homme. Et en fait, ces conflits faune-homme, c'est un des principaux aspects sur lesquels on a voulu travailler, parce qu'en fait, il est essentiel pour comprendre les enjeux de conservation de l'environnement aujourd'hui. Les humains et les animaux sont en compétition en fait pour les mêmes choses, à savoir l'espace, l'eau et la nourriture. Et il y a certains endroits sur la planète où ces tensions sont beaucoup plus prégnantes et beaucoup plus visibles. Et le Pantanal est le parfait cas d'école de cette superposition. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec notamment, c'est pour ça qu'on on a pris beaucoup de temps parce qu'il nous fallait des très belles photos de jaguars, parce que c'est ce qui fait venir les gens. Mais après, on a voulu vraiment raconter ce que c'était que pour les pantaneros de vivre avec ces voisins-là. Et c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire que par exemple, alors je sais pas s'il est exposé, mais on a rencontré ce pantaneros qui est né au Pantanal, qui, quand il était enfant, chassait le jaguar avec son père. Maintenant, évidemment, la chasse au jaguar est parfaitement illégale. Mais chaque année, il perd plusieurs dizaines de milliers de dollars en valeur de vaches et de veaux qui sont emportés par les jaguars. Et on leur demande de ne pas se venger. Ce qui est évidemment très compliqué, parce que du point de vue d'un Français, les jaguars, les félins, les grands prédateurs, il faut absolument les protéger. C'est les animaux qu'on a vus dans les dessins animés, ils sont beaux, ils sont nobles, il faut les protéger. Quand on est un éleveur et qu'on a pratiquement toutes les semaines une vache ou un veau qui disparaît et qu'on n'a aucune compensation financière et qu'on nous demande de ne pas toucher aux jaguars, c'est compliqué. Alors en plus, pourquoi on leur demande de ne pas toucher aux jaguars? Et ça, c'est une autre photo qui est par là. C'est que le jaguar fait venir des touristes. Et ça, c'est l'autre dimension qu'on a voulu couvrir, et c'est tout l'équilibre à chaque fois qu'on retrouve dans toutes les zones où on fait de la conservation de l'environnement. C'est en fait comment on explique à ces populations locales que défendre effectivement des animaux qui peuvent être dangereux pour eux et pour leur bétail est en fait une opportunité économique. Alors une fois qu'on fait cette explication-là, c'est formidable. Encore faut-il que par exemple les propriétaires des lodges dans lesquels les touristes viennent voir les jaguars acceptent de reverser une partie de leurs revenus aux pantaneros, ce qui n'est évidemment pas du tout toujours le cas. Voilà. Donc, pour faire simple, c'est là-dessus qu'on s'est d'abord penché, parce qu'il nous semblait vraiment essentiel si on parlait du jaguar et de la biodiversité, parler aussi des hommes qui vivent dans cette zone avec cette biodiversité, et ce que ça coûte pour eux de vivre avec ces animaux. Ensuite, ce qui nous a semblé assez intéressant, c'est de montrer en fait l'importance du Pantanal à la fois pour les jaguars, mais aussi pour tout le continent sud-américain. J'ai juste une petite question sur ce que vous venez de dire. En fait, vous dites que la raison principale de la préservation des jaguars est complètement économique. Parfaitement. Pas environnementale. 100% économique. Mais ça, c'est vrai à peu près, c'est vrai sur le continent africain, c'est vrai. Aujourd'hui, le seul intérêt le seul intérêt qui marche vraiment pour réellement faire de la conservation sur ces prédateurs, c'est l'intérêt économique. Sur le continent africain, c'est le tourisme photographique ou la chasse aux trophées. Mais encore une fois, pour une population locale, vivre avec un lion qui peut dévorer, et qui dévore d'ailleurs des enfants et des hommes tous les ans encore, s'il n'y a pas d'incentive, de motivation financière, ces populations, on ne peut pas leur demander de faire ce sacrifice-là en fait. Et c'est là un peu toute la dualité vraiment de la conservation de la faune aujourd'hui. Le Pantanal est très avantagé dans un sens où c'est une zone qui est de toute façon très reculée, très difficile d'accès. Donc si vous voulez, par rapport à la savane africaine,
c'est plus difficilement domptable. Mais aujourd'hui, le Pantanal, par exemple, n'est pas, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le Pantanal n'est pas un parc naturel ni une réserve naturelle. Sur les 200 000 ou 170 000 km² du Pantanal, seuls 5% sont officiellement protégés. Tout le reste, c'est morcelé en propriété privée, notamment par des propriétaires terriens qui soit sont dans le tourisme, soit sont dans le bétail, avec une obligation légale de garder vierge 20% de la taille de leur exploitation. Mais encore, ça, c'est un sacrifice que l'État, par loi, leur demande. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont souvent pas très riches, qui ont une terre et on leur demande d'amputer 20% de la valeur de cette terre sur l'autel de la protection de cet environnement. Alors après, là où vous avez raison, c'est qu'il y a évidemment un intérêt environnemental à protéger cette zone. Mais c'est très difficile pour le Pantaneros, qui souvent n'a jamais quitté son Pantanal natal, de comprendre et de lui demander de comprendre que en fait le Pantanal c'est pas seulement bien pour les jaguars, c'est bien pour la forêt amazonienne, c'est bien pour le Cerrado au sud, etc. Et en fait tout le défi c'est donc d'essayer de commencer par ce qui les intéresse, à savoir l'argent. C'est triste à dire, mais aujourd'hui si le jaguar est autant protégé, c'est avant tout parce qu'il draine énormément de touristes. Et donc la deuxième partie, et c'est là finalement la plus belle et la plus importante à l'échelle de notre planète, c'est que ce qui nous a intéressés dans le Pantanal, c'est que, vous savez, l'Amazonie, tout le monde la connaît. Je pense qu'on apprend ce que c'est que la forêt amazonienne sur les bancs de l'école en primaire. Et c'est vraiment une image, un symbole qui reste avec nous toute notre vie, parce qu'il y a souvent cette phrase, l'Amazonie, le poumon de la planète, etc. C'est super, mais si l'Amazonie c'est le poumon, le Pantanal en fait est juste en dessous et le Pantanal est le cœur. C'est-à-dire que le Pantanal, donc c'est une zone humide. La zone humide c'est un biome qui est un des plus rares sur la planète. Il y en a vraiment pas beaucoup. C'est essentiel en termes de corridor écologique pour plein d'espèces. Et le Pantanal, je crois, représente pratiquement 13% de l'ensemble des zones humides de toute la planète, au même endroit. Et si vous prenez une carte des biomes, donc un biome, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais vous le dire au cas où, un biome c'est une zone géographique qui présente certains facteurs, donc les principaux biomes ça peut être la toundra, la savane, la zone humide, le désert, etc. Et en fait si vous prenez une carte des biomes de l'Amérique latine, vous voyez que le Pantanal en fait est au centre de tous les autres biomes. Et donc en fait, il agit vraiment comme un espèce de cœur qui bat, qui respire et qui envoie l'équivalent du sang, donc de l'eau, de la biodiversité, etc., dans tous les autres biomes. Et alors si vous voyez derrière la photo de cette fameuse rivière, le Pantanal, la chose la plus magique, c'est que quand en fait les explorateurs le découvrent, ils appellent ça la mer de Zarares, parce qu'en fait quand ils arrivent, par chance, ils arrivent en saison humide, donc c'est vraiment une étendue d'eau qui est gigantesque, et ils pensent tomber sur une mer intérieure. Et en fait, quand ils reviennent quelques mois plus tard, ils arrivent et c'est complètement désertique. Et en fait, ce qui est vraiment fascinant, vous pouvez le faire, vous allez sur Google Maps ou sur Malsa, c'est gratuit, c'est sur Internet, et vous amusez, vous prenez la carte du Pantanal, vous vous mettez au-dessus, donc vraiment satellitaire, quoi, et puis vous avancez dans les saisons. Et en fait, vous voyez le Pantanal respirer. Mais plus que n'importe quel autre biome, en fait. Il n'y a aucune région au monde qui fait ça. C'est-à-dire que ça se gorge d'eau en saison humide, et lorsque la saison sèche arrive, toute cette eau, elle disparaît. Et on se retrouve à la place d'avoir un entrelac de rivières, on se retrouve avec un entrelac de vallons complètement désertiques avec quelques points d'eau. Et c'est là où les jaguars donc, sortent et où on peut les voir le plus facilement parce que ils viennent boire. Voilà. Et en fait, je raconte tout ça pourquoi ? Parce que ce Pantanal, qui en fait est très isolé et donc on peut se dire très protégé, comme c'est le cœur, et que tous les autres biomes, eux, sont vraiment plus que grignotés, c'est-à-dire vraiment ravagés par la déforestation, l'agriculture, etc. En fait, même si le Pantanal est plus ou moins bien protégé aujourd'hui, parce qu'il y a des efforts qui sont faits sur les politiques agricoles, que les Pantaneros sont plutôt quand même des agriculteurs
qui pratiquent un élevage, on va dire, responsable, etc. Si on prend la forêt amazonienne, par exemple, la déforestation de la forêt amazonienne est en train de ravager le Pantanal, alors que c'est à plusieurs centaines de kilomètres d'écart. Et pourquoi? Parce que l'humidité qui se forme en Amazonie, et on n'a pas mis la photo, je crois, elle est là-bas. Une photo de paysage. Voilà, c'est une photo de paysage avec ces torrents de pluie en fait qui arrivent dans le ciel. Donc ils appellent ça les rivières volantes, mais parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui se forme et qui vient se déverser de ça. Simplement, comme l'Amazonie, vous le savez, est en train d'être déforestée, mais massivement, etc., si vous enlevez les arbres, c'est très moche d'enlever un arbre, mais c'est surtout qu'en fait, on diminue la concentration d'humidité disponible, et donc ces rivières volantes, en fait, elles se tarissent. Et un des trucs, alors ça, c'est immontrable en photo, mais c'est que le taux de précipitation à l'année diminue, mais de manière très impressionnante. Alors, quand on y arrive, on s'en rend pas compte, parce que encore une fois, quand on arrive en saison humide, c'est comme ça, il y a de l'eau partout, c'est sublime, c'est très verdoyant, etc. Mais les gens qui y vivent nous le disent, qu'ils voient un changement en fait qui s'accélère de plus en plus. Voilà, et donc ça, c'est tout ça qu'on a essayé de raconter avec aussi, parce que alors, si on a voulu faire la liste des problèmes qui accablent le Pantanal, et alors là, c'est infini, c'est-à-dire qu'on aurait pu y passer un an, parce qu'il y a l'exploitation minière, parce qu'évidemment, il y a de l'or, alors les gens sont arrivés, ils ont commencé à faire des mines, pour exploiter l'or, vous le savez, on utilise du mercure, donc le mercure se retrouve dans l'eau, donc finalement, il y a eu quoi? Il y a eu des études qui ont été faites sur des dépouilles de jaguars, on s'est rendu compte que les jaguars étaient contaminés au mercure, parce qu'ils allaient manger un poisson ou un caïman qui avait mangé un truc plus loin dans la rivière, et donc bam, finalement on a une des espèces les plus emblématiques au monde qui se retrouve contaminée au mercure, donc ça pose tout un tas de problèmes, etc. Voilà, et bon, alors une fois qu'on a raconté tout ça, on se dit vraiment tout est foutu. Mais c'est pas le cas, et c'est aussi, donc alors là pour le coup, plus dans le texte qu'en image, mais il y a énormément de gens qui se mobilisent pour essayer de préserver le Pantanal, et c'est aussi ça qu'on a essayé de raconter. Alors pareil, il n'y a pas toutes les photos, mais par exemple, pour revenir au début de l'histoire, sur ces fameux conflits hommes-animaux, quand on est arrivé dans le Pantanal, on est arrivé donc à Porto Jofre, qui est le village au bout de la route, etc. Et en fait, un jaguar venait d'emporter un chien. Donc, colère dans le village. Donc ça, c'est la même scène qui se passe partout sur la planète, du Sri Lanka à la Namibie. C'est vrai que vous êtes peinard chez vous, un jaguar arrive, pique votre chien. Déjà, il pique votre chien, il aurait pu piquer votre gamin. Bon, donc on n'est pas très content. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes, ils commencent à boire, à sortir les machettes et à dire on va aller chasser le jaguar. Chasser un jaguar, c'est une très mauvaise idée. Je vous encourage à aller regarder sur Internet les blessures que peut provoquer un jaguar chez l'homme. C'est littéralement une machine à tuer qui a été formée tout au cours de son évolution à se débarrasser de à peu près ce qu'il veut, notamment des Homo sapiens. Et donc on a accompagné ces gens membres d'une ONG qui s'appelle Pantera, qui fait un travail exceptionnel. Et au moment donc où ce chien est piqué par le jaguar, les pantaneros, c'est les gens qui vivent dans le Pantanal, n'ont aucun recours légal via l'État de réclamer quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'État n'a pas de rangers à envoyer pour attraper le jaguar et aller le relocaliser plus loin. L'État n'offre pas de compensation. Il n'y a même pas de policier qui vient, etc. Il n'y a rien. Et les seules personnes qui viennent faire un peu cette espèce de travail de médiation sont les gens des organisations non gouvernementales comme Pantera. Et donc là, c'est vraiment un travail qui est très compliqué parce qu'on arrive, on est face à des gens qui ont peur, qui sont énervés, qui ont souvent bu beaucoup d'alcool. Et nous, en fait, donc eux, doivent arriver et doivent dialoguer avec ces gens en leur faisant comprendre que non, il ne faut pas aller tuer le jaguar, en fait. Et donc, on a voulu montrer tout ce travail qui est fait par ces ONG, à la fois sur le terrain, et à la fois sur le domaine législatif où ils essayent de convaincre les élus locaux on va dire, d'être un peu moins sévères dans leur nouvelle législation parce que, vous le savez, le Brésil est un des premiers exportateurs mondiaux de soja, de bovins, de produits alimentaires, dont une partie vient du Pantanal, parce que le Pantanal, c'est, encore une fois, je vous le dis, 95% du Pantanal n'est pas protégé.
Ce sont des terres privées avec du bétail qui se retrouve dans nos assiettes. Et donc évidemment, le gouvernement brésilien vote toujours chaque année des lois pour améliorer la production du Pantanal. Mais tout ça se fait au détriment de tout ce dont je vous ai parlé. Et donc ces gens essayent péniblement de convaincre les élus locaux de mettre des amendements dans leurs lois, etc. Ça marche pas du tout, surtout après le mandat de Bolsonaro qui a été dévastateur pour le Pantanal. Mais là, le président Lula, quand il est arrivé au pouvoir, dans un de ses discours, a tout de suite dit qu'il allait tout faire pour essayer de le protéger. Mais encore une fois, on est toujours dans cette espèce d'équilibre de protéger l'environnement, oui, et c'est une idée qui est très belle, mais malheureusement, l'argent est roi dans ce monde-là, et pour un pays comme le Brésil, se priver de l'exploitation d'une terre qui est systématiquement irriguée en eau, en fait, c'est pas possible, parce qu'il y a une agriculture, parce qu'il y a une activité économique qui, elle aussi, en fait, doit être défendue. Pourquoi ? Et j'en terminerai là. Et c'est vraiment une réflexion, je pense qu'il faut vraiment avoir. Parce que si cette activité en fait économique, c'est souvent le discours qu'on a tendance à entendre, assez simpliste dans les médias, c'est il faut arrêter le capitalisme, il faut arrêter l'exploitation, hop, tous chez nous, etc. Le problème, c'est que si on fait ça, les gens perdent leur travail. Ces gens-là, ils vivent à proximité du Pantanal ou dans le Pantanal. Si ces gens n'ont plus de travail, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils se subsistent. Et on sait ce qui se passe dans ces cas-là. Ce sont des gens qui deviennent très précaires et leur seul moyen de subsistance, c'est d'exploiter sans aucune régulation et mesure l'environnement qu'on a voulu protéger en arrêtant les activités économiques. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye d'expliquer. C'est des enjeux qui sont ultra complexes. Et si ça vous intéresse de comprendre ce que peut risquer le Pantanal quand on décime une économie en arrêtant les activités économiques pour soi-disant la protéger, je vous encourage, c'est un autre endroit où on a beaucoup travaillé avec Brent Stearton, je vous encourage d'aller lire ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans le parc national des Virunga, qui est un très grand parc national aussi, qui n'a rien à voir avec le biome de la zone humide comme le Pantanal, mais qui est le plus vieux parc naturel d'Afrique, sanctuaire d'éléphants, de gorilles, etc. C'est littéralement une des zones les plus pauvres au monde, et en fait le parc est menacé avant tout, pas par la déforestation, pas par l'exploitation du pétrole, rien de tout ça, c'est menacé par 20 millions de personnes qui vivent à moins d'une journée de marche du parc, et en fait qui voient dans le parc pas un environnement à protéger, mais une source de charbon, une source de viande, une source d'eau, et les résultats, je vous promets, sont assez terrifiants. Voilà. C'était le Pantanal par Vincent Joly et Brent Stearton. Et évidemment, si vous avez... Voilà, et si vous avez des questions... Après l'exposé, combien vivant ? Jeune fille, la photo de la jeune fille, vous me dire un mot sur elle. Oui, alors ça, évidemment, là vous prenez une des seules photos de la pièce où je n'étais pas là quand Brent a pris la photo. Mais sur la fin de son voyage, Brent a voulu donc aller à la rencontre des populations locales, et en fait c'est un réflexe d'ailleurs qu'il avait eu aussi sur son reportage sur les Navarros. En fait, il a pris cette photo parce que alors que les Pantaneros, c'est les parents de cette génération-là, ont abandonné un peu les traditions de leur tribu. En fait, on se rend compte un peu partout là où on va que la jeune génération, même si elle a un téléphone portable et qu'elle est très connectée, en fait, cette connexion leur permet de redécouvrir la culture que les parents ont abandonnée, et en fait, ils se la réapproprient. Et moi, il m'a raconté, en fait, il se baladait comme ça dans un village. Tout le monde était habillé parfaitement normalement avec un jean et un t-shirt. Et il est tombé sur cette fille qui portait ça, en fait. Et donc, il lui a demandé un portrait. J'ai oublié le nom de sa tribu à elle. Je suis navré. Parce que je pense que, c'est d'ailleurs, on le voit un peu partout sur la planète, mais il y a en fait, finalement, le déracinement est quelque chose qui ne marche pas forcément tout le temps. Et voilà, et je pense que c'est souvent des jeunes qui, en se documentant sur ce qui est arrivé à leurs parents,
Et vraiment, il y a la même chose dans les réserves aux États-Unis. C'est quand même des gens chez qui on a débarqué et on a dit hop, on s'habille tous pareil, on coupe les cheveux, etc. Et je pense que ces jeunes, en fait, via les technologies, arrivent à mieux se documenter que leurs parents sur la question. Et je pense que c'est un mouvement un peu de réappropriation pour trouver son identité. En fait, l'engagement de Brent, il commence en 2007. C'est un article que vous pouvez retrouver sur le Figaro d'ailleurs. Il est dans le parc national des Virunga et bon, je vous la fais courte, mais il assiste il est avec les rangers et en fait il tombe sur un lieu de massacre où une famille de gorilles vient d'être massacrée. Il fait une photo qui fera le tour du monde et qui permettra de lever des dizaines de millions d'euros pour la sauvegarde des gorilles, d'un gorille qui est porté en croix presque comme Jésus par des rangers qui viennent de récupérer. Et en fait tout part de là. Et à partir de là, Brent, qui est photographe mais qui est avant tout journaliste, c'est sa formation première, se rend compte qu'en 2007, alors c'est pas il y a si longtemps, mais en fait c'est il y a très très longtemps, en 2007 je vous garantis que les mots climat, environnement et défense de la faune, c'était pas du tout aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Et en fait il se rend compte de deux choses. Il se rend compte, que personne ne raconte ces histoires-là, personne. C'est-à-dire que le parc national des Virunga, ils n'ont pas vu un journaliste pendant 30 ans. Et surtout, il se rend compte que le peu de choses qu'on raconte, c'est souvent n'importe quoi. Et en fait, lui, comme il est journaliste, il aime expliquer les choses et trouver un peu les raisons et expliquer, etc. Et il s'est lancé dans une série avec National Geographic d'enquêtes pour en fait mettre à jour les réseaux, mais qu'on n'imagine vraiment pas, mais tentaculaires. C'est-à-dire que souvent, la défense de l'environnement, les gens ont comme idée que c'est un chasseur un peu imbécile ou qui va tuer Cécile le lion, quoi. Cécile le lion, on s'en fout. Cécile le lion, c'est peanuts dans la conservation de l'environnement. Ce que lui, il a réussi à mettre à jour, c'est des réseaux criminels mais tentaculaires qui vont c'est pas un lion qui tue, il a documenté des massacres de rhinocéros qui ont été massacrés par centaines. Pour leurs cornes qui en fait alimentent des réseaux terroristes qui vendent à une demande chinoise, asiatique, vietnamienne, etc. En 2012, pour montrer l'ampleur du trafic d'ivoire, il prend une puce GPS, il l'implante dans une défense d'ivoire qu'il vend illégalement donc. Et donc ils ont retracé le parcours de cette défense. Et avec ce parcours, en fait, ils ont réussi à mettre à jour quel groupe terroriste profitait du commerce de l'ivoire et ensuite par quelle triade ça bifurquait, etc. Donc lui, son engagement, il est vraiment pour le coup très attaché au monde, à la défense du monde naturel, mais il n'a pas du tout une vision angélique du monde de la conservation. Il sait que, ce que je vous disais tout à l'heure, tout est une question d'argent, encore une fois. Les éléphants sont tués pas pour leur viande, ils sont tués parce qu'il y a en Chine des gens qui considèrent que c'est super d'avoir une sculpture qui vaut 20 000 balles, qui est moche d'ailleurs en plus, mais bon, on s'en fout. Ou qu'il y a des gens au Vietnam qui sont persuadés qu'en sniffant de la poudre de corne de rhinocéros qui est de la kératine, donc c'est que dalle, ça va soigner le cancer, vous donner la vigueur sexuelle de Saint-Lion, enfin, en fait, derrière chaque, il y a une explication économique. Et lui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'il est avant tout journaliste et donc il adore raconter des histoires quand même assez incroyables, quoi.